ce projet sur le lycée d'Argelès, le lycée Christian Bourquin d'Argelès, c'est un peu l'aboutissement d'un travail sur les lieux d'éducation que l'atelier, l'agence mène depuis des années. C'est un des domaines, on va dire, de prédilection, puisqu'on a la chance de concevoir, de construire des écoles, des collèges. Et le lycée Christian Bourquin, c'est le deuxième lycée en fait, non, c'est le troisième, parce que le lycée Agropolis de Montpellier, on avait eu l'occasion de le réhabiliter. Le lycée de Rion, on a eu la chance, qui est un lycée du bâtiment, on a eu la chance de le construire dans les années 2000. Donc c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Et pour cause. Donc, je rends hommage, je profite parce qu'ils sont là pour rendre hommage au travail de l'agence et des architectes qui le composent, parce que ce que vous allez voir, c'est le résultat du travail d'une équipe particulièrement compétente. Laurence Javal, Jérôme Fusier, Bruno Berthier, Bruno Dumonté, puis les nouveaux qui sont arrivés, les plus jeunes, Justine Laurence et Toine Lee, qui sont au fond de la salle. Et il y en a quelques. Je crois que Bruno Dumonté, il n'est pas là non plus. Enfin bon. C'est important de vous dire que c'est un travail d'équipe et que tout ce savoir-faire se consolide tous les jours dans de nombreuses discussions. Alors pourquoi ces lieux d'éducation nous tiennent particulièrement à cœur? C'est pas seulement parce qu'ils nous permettent de gagner notre vie, bien sûr que ça nous occupe, mais je crois que ça fait un certain temps qu'on a pris conscience que ces lieux-là, c'était vraiment les citadelles de la République, les lieux d'éducation. On pourrait même dire les derniers remparts contre la barbarie à certaines heures. Donc ils sont, me semble-t-il, totalement essentiels, parce que c'est là que s'offre à chacun la possibilité d'un avenir, en tout cas dans des nouvelles générations. Et c'est là, pourquoi cet avenir? Parce que c'est là qu'on crée les conditions de la transmission des savoirs et de l'acquisition des connaissances. Et donc, c'est un sujet majeur, quoi. C'est citadelle, moi je dis citadelle, c'est un point qui serait discuté certainement sur le plan sémantique, mais je crois que nul aujourd'hui ne doute de leur utilité. Et nous, à l'agence, nous sommes essentiellement vitruviens à l'agence, nous ajoutons que ces citadelles, elles doivent être solides, bien sûr, mais surtout belles. C'est des citadelles avec des portes, des fenêtres, et en même temps, c'est des petites cités. Et donc, les cités, c'est essentiel pour apprendre à vivre ensemble. Et alors, dans ces cités, que sont les écoles, les collèges, les lycées, eh bien, c'est là que l'architecture est essentielle, parce que c'est là que s'éduque le regard, c'est là que se stimule l'esprit, et c'est là que se convoque la raison. Et donc cette trilogie mérite d'être particulièrement prise au sérieux. Je crois depuis que la question de la transmission existe, et que la question de l'acquisition des connaissances existe, mais nous l'abordons aussi sous l'angle de l'architecture et de la création de lieux spécifiques pour cet apprentissage. Et si j'ai un credo à faire aujourd'hui, j'en profite, je crois aux vertus de la matière. Mes étudiants le savent. Je leur répète à longueur de temps que l'espace architectural est le résultat de l'organisation de la matière. Parce que c'est elle, cette matière organisée par l'architecte, c'est elle qui permet de définir un quelque part. Quelque part, c'est important parce que quelque part, c'est ce qui permet de distinguer un lieu d'un autre,
ici d'ailleurs, et en tout cas quelque part par rapport à nulle part, et encore mieux, encore moins par rapport à n'importe où. Bref, quelque part, c'est tout le contraire de nulle part ailleurs. Alors, Argelès, la plaine du Roussillon, au pied des Pyrénées, un lycée d'enseignement général, mais aussi professionnel dédié à l'apprentissage de la gastronomie. Alors, c'est essentiel la gastronomie parce que ça pose tout évidemment en même temps la question de l'ancrage du bâtiment dans son terroir. Ça pose immédiatement la question de rapport à la minéralité, de rapport aux végétaux, de la confrontation entre les produits la nature du sol et les produits du sol. Et donc on tenait absolument à ce que ce lycée, il exprime cet ancrage dans son terroir, et qu'il s'y distingue les amers qu'il jalonne ce territoire, les grandes montagnes, les Canigou, les tours de Gué des Alberts, le Cap Béar, et ainsi de suite. Et qu'à cette fin, ancré dans son terroir, orienté par les amers qui l'entourent, eh bien, on puisse aussi y sublimer certains arômes. Et ça, c'est le rôle d'autres enseignants que nous, mais c'est un des aspects. En tout cas, c'est sur ces considérations-là qu'on a bâti ce projet. Et ce projet, vous voyez qu'il s'est ancré sur une parcelle un peu délicate, qui est ce qu'on appelle une entrée de ville. J'ai présenté cette photo en introduction parce que vous constatez parallèlement deux choses. Vous constatez que la France, et cette partie de la France en particulier, est un territoire magnifique, mais vous constatez aussi à quel point ce qu'on appelle la France moche s'organise assez vite. Vous comprenez à quel point elle s'organise assez vite par rapport. Dans les 40 dernières années, eh bien, on a le paradoxe suivant, que l'architecture s'est effectivement extrêmement développée, a été valorisée, mais que parallèlement, le territoire français s'est extrêmement dégradé. Et cette photo vous rappelle ça. Vous rappelle que l'ensemble des villes françaises a été franchisé, on va dire. Et que cette franchisation a fabriqué partout en France les mêmes entrées de ville. Et donc, on s'est trouvé confronté à les infrastructures traditionnelles de l'entrée de ville, c'est-à-dire la déviation, et le seul terrain disponible pour le lycée qui était à l'origine dévolu à une grande surface, et que par chance, on a pu reconquérir pour organiser un lycée. Un équipement public de premier ordre, comme je viens de l'évoquer. Et on a saisi cette chance, on va dire, historique, de rejalonner cette entrée de ville, non pas avec une grande surface, mais avec un établissement public. Alors, c'est une grande responsabilité parce que le préalable de notre intervention, je vous l'ai cité, mais après, il faut arriver à en faire quelque chose quelque part. Et ce quelque part, c'est là, au bord de la 2x2 voies qui évite la ville d'Argelès et sa station littorale, et qui est desservie par ce magnifique, cette paire de lunettes admirable qui franchit la 2x2 voies. Et donc, il fallait cet établissement, il devait être identifiable, reconnaissable sous toutes ces angles. Et c'est ce que nous nous sommes attachés à faire. Alors je vais passer en revue les différents documents graphiques, comme ça sera fait une fois pour toutes. Donc le bâtiment sur 2 niveaux, qui
s'ancre par rapport à des transports en commun, par rapport à des... Vous savez qu'il y a beaucoup d'élèves qui arrivent par les transports en commun, donc au fond, un lycée, c'est desservi aujourd'hui par une gare routière, une gare d'autobus. C'est aussi desservi par des piétons, des vélos. Et on a fait en sorte que, eh bien, sous toutes ces faces, ce grand équipement prenne du sens et réponde à toutes ces fonctions. Mais la spécificité, peut-être, du lycée Christian Bourquin d'Argelès, c'est d'être un immense bâtiment, être une immense cuisine. Je pense que c'est peut-être la plus grande cuisine du sud de la France, puisque ce que vous voyez là, c'est une cuisine professionnelle et ça représente à peu près 2500 mètres carrés. Et c'est un lieu d'apprentissage majeur pour les lycéens et les lycéennes. Donc 2 niveaux et toutes les infrastructures un peu spécifiques, on va dire l'enseignement professionnel qui avait besoin du plus de process compliqués en bas et les salles d'enseignement général en haut, pour résumer, organisées en épis de part et d'autre d'une grande rue intérieure qui distribue et organise cette petite cité que j'ai décrit rapidement en introduction. Donc la voie rapide, avec l'enceinte de la cité affirmée de façon, je crois, assez claire. La prise en compte de la résilience aujourd'hui de ce type d'établissement vis-à-vis des inondations, c'est-à-dire que chacun de ces projets doit, sur des territoires, sitôt que vous travaillez à une certaine échelle, dans les plaines proches du littoral, vous devez gérer toute la question des inondations potentielles, en fait des épisodes cévenols dans cette partie de la région et des épisodes, je ne sais pas comment ils les appellent, mettons pyrénéens, au pied du Canigou. Donc l'ensemble du paysage du parc du lycée est organisé pour contenir les eaux pour contenir les eaux de ruissellement, mais à une très vaste échelle. Et donc côté voie rapide, le parc, côté ville, ce grand parvis d'accueil qui permet toutes les interfaces entre l'établissement et la ville d'Argelès. Et ces interfaces sont plutôt nombreuses puisque ce type d'édifice, il a la chance de communiquer avec le reste de la population par 2 types, non seulement par, on va dire, les relations entre les parents d'élèves et l'établissement, mais aussi entre la population et le fonctionnement intrinsèque du bâtiment, c'est-à-dire les locaux commerciaux qui permettent de vendre les produits du lycée, mais aussi les restaurants d'application qui sont en fonction tous les jours et qui sont accessibles aux habitants de la ville, voire du département d'ailleurs, parce que au fond, on a vu qu'il y avait... d'abord, c'est complet tous les jours, et il y a des gens qui viennent de partout pour essayer les productions de ce lycée professionnel. Donc l'interface, elle est intéressante pour permettre pour façonner un espace public un peu plus intéressant que d'habitude, parce que sinon, la résolution des problèmes de flux de véhicules phagocyte un peu tout le reste du projet. Ici, on a réussi à s'affranchir de ça par ce grand parvis qui sert à la circulation des piétons, des vélos, et du public qui accède à chacune des parties de l'établissement. Et puis, il est dimensionné
de façon suffisamment généreuse pour accueillir les lycéens avant et après les horaires de lycée. Donc on fait un peu le tour de l'établissement et vous voyez que cette grande enceinte de briques, je reviendrai sur la matérialité du projet tout à l'heure, permet d'affirmer des limites claires à l'établissement. Et sur ce grand socle qui constitue l'embase du lycée, mais on a façonné, on a posé les classes à l'étage et on a revêtu l'ensemble d'une grande surtoiture qui a plusieurs fonctions. La première est de protéger c'est une protection solaire de l'ensemble du projet. La seconde, c'est l'intégration d'éléments de capteurs photovoltaïques qui permettent de produire de l'énergie électrique. Et la troisième, c'est d'abriter tous les centaines de mètres carrés de locaux techniques qui sont générés par l'enseignement par les cuisines, tout simplement. Et la dernière, c'est de soutenir ce grand tapis volant qui franchit la grande porte d'entrée et donne accès à la cour. Et donc, sitôt que vous franchissez la porte de l'établissement, eh bien, vous retrouvez l'organisation de la petite cité que je vous ai annoncée tout à l'heure, avec ses grandes places, ses petites places, avec ses parties végétalisées et ses parties minéralisées, dont l'évolution scande non seulement les saisons, mais naturellement les saisons, mais aussi constitue des liens entre les parties privatisées de l'établissement et les parties publiques de l'établissement. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte que ces restaurants d'application, qui sont généralement souvent un peu confidentiels dans ce type d'établissement professionnel, eh bien, soit au contraire en prise directe avec la cour intérieure. Et donc ce que vous voyez sur cette photo, cette grande façade vitrée, eh bien, c'est les façades du restaurant que je développerai un peu plus loin dans le propos. C'est-à-dire que les commerces, on va dire les restaurants, bordent la cour intérieure du lycée, un peu à l'image d'une petite ville, puisque autour d'une place de village ou autour d'une place urbaine, eh bien, il y a des commerces, une bibliothèque, le foyer des élèves. Et cet établissement, il est conçu de cette façon-là, avec la grande place et des lieux plus contenus qui permettent de définir des vues rapprochées, puis des ambiances un petit peu différentes au cœur de l'établissement. Il y a différentes échelles d'espace qui sont proposées tout au fil du parcours. Pourquoi ? Parce que c'est des lieux je l'ai dit dans mon credo introductif, ces établissements doivent fabriquer de la sécurité et au-delà de la sécurité, de la sérénité. C'est un lieu pour apprendre, c'est un lieu où l'on doit se sentir bien, c'est un lieu qui est fait pour s'écouter, s'entendre, se réunir, s'isoler, qui doit permettre de nombreux parcours, offrir à chacun le parcours optimal, et qui doit offrir parallèlement des points de vue. Enfin, qui doit faciliter la construction, plus exactement, de points de vue. Et la construction d'un point de vue, ça passe par l'acquisition de connaissances, mais ça passe par des façons très concrètes, par un rapport
à l'espace. Et donc les parcours dans ce type d'établissement, ils doivent être aussi riches à l'extérieur, dans ces espaces publics, ces places, ces rues, ces façons de cloître, et puis tout aussi riches à l'intérieur. Et donc, parce qu'un établissement de cette taille-là, c'est presque 20 000 mètres carrés de surface construite, quand j'additionne les locaux ouverts au public et les locaux servants, c'est-à-dire les cuisines, les ateliers et les locaux techniques. Tout ça génère beaucoup de circulation. Et c'est à travers ces circulations publiques, ces circulations à l'intérieur, que s'opèrent ces parcours et doivent être offerts ces différents points de vue. Et ces différents points de vue, nous les offrons aussi au rez-de-chaussée et à l'étage. Et donc, il s'agit de fabriquer cette culture du lieu, cette curiosité pour le lieu et ce plaisir de vivre dans l'établissement. Et donc, les ambiances, nous avons tenu à ce qu'elles soient exprimées par, d'abord, relativement singulières, selon qu'on passe des lieux en pleine lumière ou des lieux en lumière artificielle. Et on voulait qu'elles expriment aussi, qu'elles parlent directement du terroir. Et la première façon de parler du terroir, c'était d'évoquer la nature géologique du département, enfin de la plaine du Roussillon plus exactement, et du département des Pyrénées-Orientales, qui se caractérise par la présence de 3 grandes strates géologiques, le calcaire, le granit et le schiste. Et donc ces différents éléments, on a essayé de les traduire à l'intérieur d'une enceinte totalement unitaire que j'ai commencé à vous présenter, auquel vous commencez à vous habituer au fil du défilé des images. Et ça, c'est défini par une terre cuite d'argile blanche qui fabrique cette grande enceinte, l'enceinte de cette grande cité. Et puis la singularité, on l'a affirmé par la mise au point de 3 bétons différents. On doit ces photos à mon ami architecte et photographe et marin, c'est Hervé Giorsetti qui a fait ces 3 photos. Je ne sais pas pourquoi il est aussi intéressé par les interrupteurs électriques. Mais bon, j'aime beaucoup ces photos. Et donc, on a exprimé ça. On a dit on fera un béton de schiste, on fera un béton de granit et on fera un béton de calcaire. Et ça nous permettra d'exprimer non seulement chacune des circulations, mais aussi chacune des ailes du bâtiment. Et on fera en sorte que cette matière, elle soit visible non seulement dans les circulations, mais aussi à l'intérieur des salles de classe. Et donc on a alterné, c'est parfois ingrat, des salles de classe, mais bon, je pense qu'avec ces différents matériaux qui nous ont permis de typifier chacune des ailes et des étages, eh bien on donne d'une part des facilités d'orientation, mais aussi des ambiances très différentes. Et puis ces circulations dont je vous parlais à l'instant, elles sont parfois intérieures, mais elles permettent régulièrement des interfaces avec les amers dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les tours de guet qui ponctuent la frontière entre, aujourd'hui, il n'y a pas de Catalans dans la salle, par moi, entre la France et l'Espagne. Mais bon, ils préféraient que je dise la France et la Catalogne, n'est-ce pas? Et donc vous allez retrouver dans cet établissement toutes sortes de mise à profit dans ces circulations pour ces parcours qui nous tiennent tant à cœur, eh bien, toutes sortes de propositions
et non seulement de déplacement pour se déplacer facilement dans l'établissement, à l'abri du vent, parfois à l'abri du soleil, mais toujours en relation, en contact avec les matériaux fondamentaux qui constituent le lycée, la brique, les bétons et le bois, et qui permettent de donner à chacun des espaces une spécificité, une ambiance et une qualité. Alors, ça se fait parfois sur des vues lointaines, ça se fait souvent sur des vues rapprochées. Les vues rapprochées, bien, on a décliné évidemment la tradition du patio andalou pour permettre d'une part d'amener de la lumière dans des zones impossibles à éclairer, que sont cette immense cuisine que j'ai annoncée tout à l'heure, mais qui sont aussi des lieux de proximité d'espace d'enseignement. C'est-à-dire qu'on s'est arrangé pour toujours mettre ces patios en contiguïté des circulations, mais aussi d'espaces utilisés pour l'enseignement. C'est-à-dire que vous avez toujours une salle de classe accolée à ces petits jardins intérieurs. Et puis, ça c'est le niveau bas. Par chance, on n'avait que 2 niveaux, sans parler de l'étage technique. Et le niveau de l'étage, on a fabriqué avec des terrasses jardins qui sont en continuité des allèges des salles de classe. Donc toute la complexité, on va dire, en tout cas l'organisation du projet vise à passer d'un lieu à un autre, soit par l'intérieur, soit par l'extérieur, multiplication des parcours, multiplication des points de vue pour vous offrir des vues rapprochées sur des thématiques intéressantes, toutes celles des plantes aromatiques, toutes celles des épices, évidemment, on est dans un lycée de la gastronomie, mais aussi sur ces points, sur ces vues lointaines qui vous permettent de vous orienter à l'échelle de cette petite cité. Vous noterez que parfois je dis grande cité, parfois je dis petit. C'est-à-dire que ça dépend des heures à laquelle vous la pratiquez. Il peut y avoir 1000 personnes en même temps dans toutes les circulations, et puis brutalement, l'ensemble des espaces est vide. Et donc la perception des lieux est tout à fait différente. Donc sur ces photos, vous avez vu beaucoup de circulations vides. J'espère avoir pu en trouver quelques-unes où il y a beaucoup de monde dans les circulations, parce qu'elles sont dimensionnées pour pouvoir accueillir des dizaines de classes qui changent de lieu à l'interclasse et qui peuvent profiter de ces petits... alors là, peut-être on voit mieux ce que j'essayais l'organisation dont j'essayais de vous convaincre sur l'image précédente, c'est-à-dire les circulations, les classes et ces vues rapprochées que vous retrouvez au niveau du rez-de-chaussée et que vous retrouvez au niveau de l'étage et qui se conjuguent autant que faire se peut avec des vues lointaines. Ça, c'est une photo juste pour vous prouver que je vous ai pas menti sur l'intégration des capteurs photovoltaïques. Et voilà, la photo n'a pas d'autre intérêt que de vous dire, voilà, ils y sont. Ils y sont et ils produisent. Mais celui qui est toujours là, c'est le Canigou, bien entendu, et qui est enneigé à certaines périodes et qui vous raconte le lointain. Donc ces espaces extérieurs, ces grandes places, elles sont pratiquées à certaines périodes. Et au fond, dans une petite ville, dans une cité de ce type, il y a des lieux génériques que sont les salles de classe, mais il y a des lieux beaucoup plus singuliers. On en a déjà passé en revue un certain nombre, le hall, certaines circulations qui vous
qui sont destinés, de mon point de vue, à vous donner des petits instants aussi de bonheur dans la journée. Il y a la bibliothèque, il y a la boutique. Il y a la boutique dans laquelle les élèves non seulement fabriquent les viennoiseries et les pâtisseries, mais aussi apprennent à les vendre. Tout ça est utilisé sur le plan pédagogique. Il y a des chambres d'hôtel. Il y a ces immenses cuisines pédagogiques qui génèrent une quantité d'équipements techniques considérable, puisque chacun des élèves dispose de son propre poste de travail, c'est-à-dire son four, ses fourneaux. Donc là, c'est une classe à l'œuvre. Hein. Il y a évidemment des salles à manger pour les élèves, et les salles à manger où l'on apprend non seulement à composer les repas, mais aussi tout l'art du service. Et peut-être ici, vous mesurez ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire cette mise en relation très forte entre les lieux d'apprentissage, ces restaurants ouverts au public, et le cœur de l'établissement pratiqué par l'ensemble des élèves. Et ces lieux, ce n'est pas que des lieux de travail, évidemment, ce doit être des lieux d'agrément. Et c'est des lieux qui sont extrêmement polyvalents. Vous voyez, ils se cloisonnent, ils se décloisonnent selon que le service est organisé. L'exercice porte sur le service d'un banquet. Un banquet où vous devez pouvoir servir 300 personnes en même temps. Mais il peut y avoir aussi des exercices liés à la brasserie, donc avec des salles divisées par 2 ou par 3. Et puis il y a, donc vous voyez les cours qui se mettent, les enseignants qui préparent le moment du service. Vous voyez le système de cloison mobile qui permet de séparer ces grands espaces entre eux. Et puis il y a des lieux un peu plus spécifiques qui sont liés à la nature. Je crois qu'on forme aussi à la cuisine étoilée dans ce type d'établissement. Et donc toute une partie des restaurants est dévolue à la gastronomie. Donc vous avez plusieurs lieux de nature et de traitements différents dans lesquels les enseignants et les lycéens apprennent en situation réelle à faire le service. Et c'est ces espaces-là qui sont ouverts au public. Et ces espaces-là sont utilisés à l'intérieur et à l'extérieur. Donc on a une offre spécifique de toutes sortes d'espaces. Alors, j'en viens au bout de mon exposé parce qu'on a passé en revue beaucoup d'espaces du lycée. Je ne sais pas si j'ai parlé de tout, mais en tout cas, je me suis attaché à rendre compte de pas mal de points qui fabriquent cette vie quotidienne si importante et qui fabriquent cette mise en question permanente de l'enseignement, des parcours et des points de vue. Alors oui, c'est un aspect un peu particulier, c'est la question des logements. C'est la question des logements de fonction du lycée. Et la tradition veut que ces logements soient des logements individuels, ces logements de fonction dans les lycées. Alors, nous, on a plutôt plaidé sur le fait de donner le plus de place possible au parc et donc de ne pas gréver le parc par du logement individuel, donc de traiter les logements avec l'emprise au sol minimale. Et donc on leur a proposé des petits bâtiments R+2 sur lesquels se superposent des logements en duplex
et auxquels on a essayé de conférer une nature un peu plus urbaine, c'est-à-dire de leur donner pignon sur rue, de leur donner des adresses spécifiques. Vous voyez que ça n'a pas tout à fait marché parce qu'ils ont tenu malgré tout à reconstituer une enceinte devant les portes. Nous, on avait adressé les logements le long de la rue, mais je ne sais pas si effectivement les enseignants ont raison de se sentir aussi peu en sécurité, mais il a fallu rebâtir une deuxième limite en parallèle. Donc des logements. Alors c'était une démonstration auquel on tenait beaucoup parce que vous avez vu que ce lycée se trouve dans un tissu. Vous avez vu sur la photo aérienne que le tissu d'habitation est typiquement pavillonnaire. Et donc on avait tenu à rattacher au lycée des logements de fonction sous une forme un peu moins consommatrice d'espace au sol. Et quand je vous ai dit ça, eh bien j'ai fait le tour de l'établissement et je suis revenu sur ce grand parvis, ce grand quai, auquel s'arriment toutes les fonctions publiques du lycée. Je vous dis quand même un mot de ce grand auvent, parce qu'il a été beaucoup décrié par les journalistes parisiens qui nous l'ont beaucoup reproché, mais alors que nous on l'aime beaucoup. On l'aime beaucoup et effectivement il est un peu local. C'est-à-dire qu'on y a fait, on s'est attaché à essayer de donner un peu de sens aux couleurs de la Catalogne et de l'Occitanie, qui, comme vous le savez, sont les mêmes. Et donc on a fabriqué cette espèce d'arc-en-ciel, enfin de tronçon de gamme chromatique du jaune au rouge par des milliers des centaines de petits tubes d'aluminium prélaqués. On était assez contents parce qu'on pensait finalement ça marchait pas mal. Et ça marche de jour, ça marche de nuit, et voilà.